Section 3.2, chiffres significatifs d'une mesure. On continue de travailler sur les mesures, sur la façon dont noter les différentes mesures. Et là, on se met dans une situation où on est en laboratoire et on recueille différentes données à l'aide d'une lecture. La lecture peut se faire de façon à l'œil, avec par exemple une règle, où on estime nous-mêmes une valeur, ou encore une fois avec un appareil, par exemple une balance, imaginez-vous qu'il y a un affichage numérique, où on nous dit carrément le nombre qui a été mesuré. Première chose qu'il faut définir, quelle est l'incertitude d'une mesure lorsqu'on est en laboratoire? Donc, imaginez-vous que vous avez une règle, que vous mesurez une longueur, et que là, la règle est graduée au dixième près. Donc, quelque chose peut mesurer 0,1, 0,2, 0,3, 3,2. Lorsque vous mesurez, ça serait très surprenant que vous arriviez pile exactement sur une mesure de la règle donnée. Vous allez souvent être entre deux mesures. Par exemple, ici, là, ce que j'ai mis en vert en temps de 0,1 et 0,2. Si vous avez à donner une estimation, on voit qu'on est plus proche de 0,2. La même chose serait valable sur une balance avec affichage numérique. Par exemple, si c'est une masse, bien, la balance va estimer la valeur à 0,2. Puisqu'on ne peut pas dire 0,18, 0,9, on n'a pas de graduation pour nous aider. Donc, ici, on aurait donné comme résultat 0,2, mais c'est important de comprendre qu'il y a une incertitude. On n'est pas à 0,2 exactement. On est à 0,2 plus ou moins l'incertitude. Et l'incertitude va être la moitié de la plus petite mesure observée. Ici, par exemple, la plus petite mesure serait 0,1. Hein, l'écart qu'on est capable de graduer, c'est 0,1. Donc, l'incertitude ici serait de la moitié de 0,1, donc plus ou moins 0,05. C'est-à-dire que, dans le cas qui nous intéresse, si je donne une lecture où on veut inclure absolument la vraie valeur, on peut dire qu'on a mesuré 0,2 plus ou moins 0,05. Donc, on va illustrer ça à travers différents exemples. Allons à l'exemple 3.2.1. Donc, à l'exemple 3.2.1, 3 mesures ont été prises. J'ai essayé de faire un petit schéma ici des mesures. Si par exemple, on obtient 230 comme lecture, ça veut donc dire que, pas 230,1, 230. Ça veut donc dire que la vraie valeur, hein, on l'a estimé à 230, ce serait très surprenant qu'on soit à pile 230. Parce que dans les faits, quand on mesure une masse, par exemple, ou une longueur, il y a une infinité de décimales. Okay? C'est un nombre réel. On peut exprimer le nombre avec une infinité de décimales. Mais là, ce que l'appareil nous permet, ou ce que la règle nous permet de déterminer, c'est qu'on est, on peut dire que c'est 230. On ne peut pas dire 230,1,2, on n'a pas de graduation. La graduation qu'on a, on dit bien, on est plus près de 230. On est à 230. La valeur exacte, elle, va se situer à plus ou moins une certaine incertitude, qui est la moitié de la plus petite mesure enregistrée. Ici, la graduation est à l'unité. Donc, l'intervalle dans lequel se situe la vraie valeur va être à plus ou moins 0,5. Donc, 230, c'est la réponse qui serait affichée sur la balance, affichage numérique par exemple. Mais on sait, dans le fond, qu'il faut considérer la valeur exacte comme étant entre 229,5 et 230,5, puisque l'incertitude est de plus ou moins 0,5, la moitié de la plus petite mesure. Au B, on a utilisé un instrument plus précis. L'incertitude ici est de la moitié de la plus petite mesure, c'est-à-dire, comme ça, on est à 230,1 plus ou moins 0,05, puisque la petite mesure est au dixième près à 0,1. Donc, l'intervalle dans lequel se situe la vraie valeur est la suivante. Donc, on prend notre 230,1 plus ou moins 0,05. Voici l'intervalle dans lequel se situe la vraie
Voilà. 230 en C, 230,08. Donc là, on est au centième près. Donc la vraie valeur est dans cet intervalle-là, a une incertitude de plus ou moins 0,005, la moitié de 0,01, ce qui fait en sorte que la vraie valeur se situerait dans l'intervalle suivant. Voilà pour les incertitudes et l'intervalle dans lequel se situent les valeurs. Lorsque nous aurons à exprimer un nombre à l'aide d'une lecture en laboratoire, maintenant, combien de virgules on va garder? Comment on va écrire le nombre? Et comment on va comprendre quel nombre est exact et quel nombre a été estimé? Est-ce qu'on peut écrire, est-ce qu'on peut estimer plusieurs décimales? Bien, c'est ce qu'on va définir avec les chiffres significatifs. Donc, les chiffres significatifs d'une mesure sont les chiffres qui véhiculent l'information exacte, ainsi que le dernier nombre qui va être estimé ou arrondi. Donc, on l'a fait tout à l'heure, on voyait qu'on était plus proche de 0,1, donc on a estimé qu'on était à 0,1. Maintenant, comment on va l'écrire? Dans les faits, les chiffres significatifs sont tous les chiffres non nuls, tous les zéros qui sont compris, donc les zéros qui sont entre deux chiffres, ben, sont aussi des chiffres significatifs, ça véhicule une information. Et finalement, le zéro, lorsqu'on met un zéro à la fin d'une mesure, quand on exprime avec une virgule décimale, le zéro n'est pas là pour rien. Il véhicule une information en voulant dire « Oh, ce nombre-là a été, par exemple, estimé, on doit l'inclure. » Passons à l'exemple 3.2.3 pour concrètement appliquer la définition de ce qu'est du nombre de chiffres significatifs dans une mesure. En A, on a comme lecture 8765,4. Donc, ici, ce qu'on peut supposer, c'est que 8765, ben, on était sûr et certain, le virgule 4, donc le quatrième, lui, il a été approximé ou arrondi. Pensez à mes exemples précédents, là, on était peut-être un petit peu plus en haut, un petit peu plus en bas. On a considéré qu'on était plus proche d'un 4. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 chiffres significatifs ici. En B, 0,0083, les zéros qui précèdent, lorsqu'on a une expression décimale là, qui précède ici, ne comptent pas comme des chiffres significatifs. L'information véhiculée est seulement ici et là. Donc, 8 et 3 sont les deux chiffres significatifs. En C, 100,006, oui, il y a des zéros, mais il y a un 100 ici, donc un nombre à la place des centaines. Les zéros qui sont compris entre 1 et 6 sont des chiffres significatifs, donc comportent une information au niveau de la lecture. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres significatifs. En D, les nombres qui sont ici au début ne comptent pas comme des chiffres significatifs. Seulement le 4, le 0 et le 1 en sont. Il y a 3 chiffres significatifs. E et F, très intéressant. On serait porté à croire que 50, 50,0, c'est la même chose. Pourtant, 50,0, le virgule 0 ici indique que ça provient de l'arrondi. Sûrement qu'on hésitait entre, ça peut être 0,9, ça peut être 50, ça peut être 49,9, ça peut être 50,0, 50,1. Donc, le 0 ici est là pour une raison, pour signaler qu'on a une lecture au dixième près. Donc, 1, 2, 3, 3 chiffres significatifs. 50, ça peut être 2, mais la réponse, c'est 2. Excusez-moi, c'est 1 ou 2. Et je m'explique. Peut-être que la précision est uniquement la dizaine. 50, 60, 40. On a jugé qu'on était plus proche de 50. Mais ça se peut aussi que c'était à l'unité. 49, 50, 51. Il n'y a aucun moyen de le savoir de la façon dont c'est écrit ici. On n'a pas le choix de dire qu'il y a peut-être 1 ou 2 chiffres significatifs. On n'a pas plus d'informations. Par contre, il y a une remarque dans le livre en dessous de l'exemple qui en fait mention.
si on prenait la peine d'écrire en notation scientifique, donc si j'écris par exemple 5 fois 10 à la 2 ou 5,0 fois 10 à la 2, là, on voit ici qu'on a seulement un chiffre significatif parce qu'on a décidé en notation scientifique de ne pas mettre de virgule. 5,0, ici, on mentionne que les unités sont importantes. Donc, lorsqu'on écrit en notation scientifique de lecture, on est en mesure de donner la précision en termes de chiffres significatifs, ce qui n'est pas le cas si on écrit juste 50. La même chose va se produire dans les exemples qui suivent. Donc, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On serait porté à dire 8 chiffres significatifs. Mais attention, peut-être que dans le fond, on n'était pas à l'unité près, mais à la dizaine près, mais la façon dont c'est décrit là, peut-être que c'est 10 60 000 10 ou 10 60 000 20, 10 60 000 30. C'était que la mesure était à coup de 10. Donc, on n'a pas le choix aussi de mettre 7 ou 8. Si on avait pris la peine d'écrire en notation scientifique, on aurait été en mesure de départager ces propos. Au G, si on regarde, on a 1, 2, 3, 4 chiffres significatifs. Il faut faire attention ici, étant donné qu'on a un 0 exprimé en décimale. Ici, on le compte comme un chiffre significatif. Si on n'avait pas mis le 0, là, ça a été 1, 2, 3 seulement. Dernière partie sur la section des chiffres significatifs, on va parler d'arrondi. Donc, j'ai eu l'occasion, vous avez eu l'occasion d'expérimenter un peu la façon dont vous devez arrondir dans le cadre des exercices, puisque si vous avez fait des problèmes dans les chapitres précédents, lorsqu'on a une valeur numérique, on arrondissait toujours à 2 décimales, donc au centième près. Et l'arrondi qu'on faisait était uniquement à la toute fin, non pas dans les calculs intermédiaires. Maintenant, on va définir comment on arrondit pour être sûr certain que tout le monde soit sur la même longueur. D'abord, lorsqu'on a un nombre qu'on nous demande d'arrondir, ça va dépendre de la précision qui est demandée. Donc, la précision se rapporte au chiffre test. Donc, quel est le dernier chiffre à conserver? Au niveau des centièmes, des dixièmes, de l'unité. Donc, si on veut, par exemple, garder uniquement, exprimer notre nombre au dixième près, ça veut dire qu'on veut garder un chiffre après la virgule. Le chiffre test va être le nombre suivant. C'est le nombre qui suit le dernier chiffre à conserver qui va nous dire si on va vers le haut ou on reste comme ça. Donc, les règles sont définies en A, B, C, D. Grosso modo, lorsque le chiffre test est inférieur à 5, le dernier chiffre retenu ne change pas. Supérieur à 5, ça veut dire qu'on est plus proche de la mesure suivante, de la précision suivante. Alors, on doit augmenter, par exemple, si on était au dixième près, puis on avait 0,3. Si on est le nombre qui suit plus grand que 5, on doit aller à 0,4, augmenter de 1. Donc, je pense que ça va bien pour ces deux règles-là. Maintenant, en C et en D, je vais avoir des exemples tout à l'heure, mais qu'est-ce qui se passe quand on a, par exemple, on finit avec 5, le chiffre test est de 5. On est à mi-chemin entre le fait de rester et d'augmenter de l'unité pour notre dernier chiffre conservé. Bien, si le 5 est suivi d'autres chiffres, bien là, on vient de basculer vers la valeur supérieure. On est plus proche de la valeur supérieure que de rester au nombre qu'on a sur notre mesure. Le cas qui est plus litigieux, c'est lorsqu'on finit avec un 5 et qu'il n'y a rien d'autre par la suite, on a juste des zéros. Bien là, on va appliquer ce qu'on appelle la règle de Gauss. La règle de Gauss, c'est utilisé dans certains domaines. Ça se peut qu'en topo, par contre, ce ne soit pas la même règle ou dans les normes de construction. Mais lorsqu'on a une mesure et on arrive à comme chiffre test à 5 et qu'il n'y a rien d'autre qui suit, bien, ça va tout simplement, on va y aller une fois sur deux. On essaie que dans l'ensemble, une fois sur deux des mesures soient arrondies vers le haut et les autres restent arrondies vers le bas.
De cette manière, on espère qu'au bout de la ligne, toutes nos mesures s'équilibrent. OK? C'est un peu comme un pile ou face. Mais au lieu de faire un pile ou face, mais on va plutôt ajouter 1 si le dernier chiffre retenu est impair. Et on va conserver le dernier chiffre, donc on arrondit vers le bas, si le dernier chiffre est pair. Étant donné qu'il risque d'avoir autant de nombres impairs que de pairs qui sont présents, bien, ça risque de s'équilibrer. Afin de mieux illustrer là, ces 4 façons d'appliquer les arrondis, nous allons faire l'exemple qui suit. Exemple 3.2.4, on a une série de lectures où on nous demande d'arrondir en conservant 3 chiffres significatifs. Donc, par exemple, ici, on a 1, 2, 3, 4 chiffres significatifs. On va en garder 3. Le chiffre test est 3. Est-ce que je vais écrire 1,32 ou 1,33? Est-ce que je vais arrondir vers le haut ou vers le bas? Étant donné que le chiffre test 3 est plus petit que 5, on va arrondir à 1,32. Exemple suivant, 3 chiffres significatifs qu'on veut conserver. Donc, le chiffre test, c'est le 4e chiffre. On va écrire ou bien 13,2 ou bien 13,3. Comme nous sommes plus près de 13,3, étant donné que le chiffre test est supérieur à 5, nous arrondissons à 13,3. Vous avez compris que dans cet exemple, on n'arrondit pas au dixième ou au centième, on arrondit selon le nombre de chiffres significatifs. Donc, il faut bien faire la distinction. Ici, 3 chiffres significatifs, 3 chiffres significatifs. Pourtant, la précision n'est pas la même. On continue le travail en C. 1, 2, 3. Nous avons 3 chiffres significatifs. Ou bien, on arrondit vers le bas à 132, ou on arrondit vers le haut à 133. Le chiffre test est un 5. On est à mi-chemin. Est-ce qu'on va vers le haut ou vers le bas? Étant donné qu'on a un 5, mais qui est suivi de nombres qui sont non nuls, donc ça, c'est la règle C, nous sommes plus près de la valeur supérieure, nous devons arrondir à 133. Donc, en D, arrondissons, trouvons d'abord les chiffres significatifs. 1, 2, 3. Nous avons 3 chiffres significatifs. Allons-nous arrondir vers le bas en conservant le 3 ici, ou arrondir vers le haut en mettant un 4? Et là, on rentre dans la règle de Gauss. Étant donné que le chiffre test est un 5 et qu'il n'y a rien d'autre par la suite, on est pile poil à mi-chemin. Donc, pour départager le litige, on y va avec la règle de Gauss qui nous dit que lorsque le nombre qui précède est impair, donc 3 c'est impair, la règle nous dit qu'on doit aller vers le haut. Et juste pour être sûr que vous ayez bien compris, l'exemple E, même situation, 1, 2, 3 chiffres significatifs, le chiffre test est un 5, rien ne suit, mais le chiffre qui précède est pair. Donc, on va arrondir vers le bas. Bon, cette situation-là n'arrive pas si souvent, elle n'est pas si fréquente, mais elle peut se produire, donc il faut être en mesure de le déterminer. Lorsqu'on a un 5 et qu'il n'y a rien d'autre par la suite, la règle de Gauss, qu'est-ce qui est écrit en D dans les notes de cours? On regarde le nombre qui précède et selon s'il est pair, impair ou pair, on arrondit vers le haut ou vers le bas. Dans l'exemple 3.2.5, cette fois-ci, on nous demande d'arrondir au dixième. Donc, pas selon le nombre de chiffres significatifs, toujours au dixième. Donc, au dixième près, ça veut donc dire que le dernier chiffre conservé va être le premier nombre après la virgule. Donc, dans chacun des cas, on a ici le dixième, le dixième, le dixième, le dixième, le dixième, le dixième, ce qui fait en sorte que le chiffre test est le nombre juste après. Notre chiffre test est ici, notre chiffre test est là, notre chiffre test est ici, etc. Et le chiffre test, comme ici, par exemple, il est inférieur à 5, nous allons arrondir vers le bas à 49,5. En B, 9 est plus proche de la valeur supérieure, est supérieur à 5. Donc,
nous arrondissons vers le haut à 0,3. En C, on a un 5, rien ne suit. Mais étant donné que 6, le nombre qui précède, est pair, je répète, le cas ici, la règle de gaz, le cas particulier, ici, c'est pair. Donc, comme c'est pair, nous allons arrondir vers le bas, donc 812,6. En D, oui, on a un 5. On n'a pas appliqué la règle de gaz ici, puisqu'il y a des nombres qui suivent qui sont non nuls. Donc, on est, quand on y pense, plus près de la valeur supérieure. On arrondit donc vers le haut à 0,8. En E, rien de spécial à dire. On arrondit vers le bas, c'est un 2 ici, donc 55,8. On arrondit vers le bas. Et finalement, ici, on veut écrire, je répète, notre nombre au dixième près. Donc, pas de doute qu'on arrondit vers le haut. En arrondissant vers le haut, ça change aussi l'unité. Donc, faites attention. 2,0. Le virgule 0 est important ici, puisqu'on signale que nous avons arrondi au dixième près. Donc, si on écrit seulement 2, ce n'est pas tout à fait juste. Nous avons arrondi au dixième près. Il faut le mentionner dans la traite. Voilà, fin de la section, fin du chapitre. C'est maintenant le temps de faire les exercices.